précédemment. Parce que moi j'attends toujours, tu me dois toujours 100 € déjà, hein. Et puis moi je vais venir chez toi, je t'explique tout de suite. D'ailleurs j'y vais, j'arrive, je viens chez toi. Hein. Salut à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de l'aventure des films perdus. Et comme vous pouvez le voir, ça a vachement changé derrière. En effet, j'ai quitté mon appartement dans la fabuleuse ville de Bruxelles pour vivre à Paris. Et comme quasiment tous les appartements parisiens, c'est beaucoup plus cher, plus petit et vachement moins bien isolé acoustiquement. Oh, tu vas la fermer! Bref, il y a de la joie, bonjour les hirondelles, maintenant vous avez du Charles traîné en tête. Aujourd'hui signe un nouveau départ, et qui dit nouveau départ, dit nouveau générique. Alors sans plus attendre, lançons le nouveau thème. Fouillant les méandres d'Amazon, d'internet et des vidéoclubs encore vivants, il est à la recherche des souvenirs oubliés du cinéma. Il est l'aventurier des films perdus. Aujourd'hui, on va parler d'un des thèmes les plus récurrents de l'histoire de la science-fiction, celui qui a fait rêver des milliers d'auteurs et des millions de lecteurs et spectateurs. Je veux bien entendu parler du voyage dans le temps. Comment vous avez su? Et c'est pas tout en fait, parce qu'il y a aussi la robotique, l'Uchronie, le post-apo, les voyages spatiaux, les aliens. Il y a plein de sujets, c'est passionnant. Vous êtes qui? Moi, je suis le voisin du dessus, celui qui passe son temps à gueuler. Oh! Mais pourquoi vous êtes là? Je croyais que vous vouliez que je la ferme. Ouais, mais en fait, je sais que tu vas pas le faire, donc je vais plutôt venir pourrir ta vidéo. Ok, c'est ça. Alors déjà, de 1, faudrait rentrer. Et de 2, je refuse que vous tentez. Vous faites quoi là? Je t'emmerde. Le voyage dans le temps est presque devenu un genre à part entière qui fascine l'humanité depuis l'Antiquité. On peut noter par exemple les oracles de la Grèce antique qui pouvaient voir l'avenir. Même si ça ressemble plus à de la prémonition, il y a quand même une notion de voir les changements du temps. Mais c'est surtout avec la machine à explorer le temps de H.G. Wells, sorti en 1895, que le voyage temporel va vraiment entrer dans la culture populaire. Au cinéma, c'est le film Berkeley Square, sorti en 1933 et réalisé par Frank Lloyd, qui va traiter pour la première fois de cette thématique. Mais c'est pas franchement le plus fun. Mais heureusement, il y a plusieurs manières de traiter les voyages dans le temps. Sinon, ce serait un peu chiant quand même. Nous avons en premier le voyage d'un corps, c'est-à-dire qu'une personne du passé, du présent ou du futur voyage dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Attention, vous ne pouvez pas relier 2 fois le même terme, sinon votre histoire de voyage dans le temps est totalement pourrie. Il y a une pléthore de films qui utilisent ce procédé, mais on va citer les incontournables, Retour vers le futur, Terminator et L'Armée des 12 singes. La base. Et non, je ne citerai pas Les Visiteurs, car je déteste ce film. Et le fait qu'un 3e volet sorte au cinéma provoque autant de joie qu'une rupture de frein ou qu'un épisode de The Big Bang Theory. Ensuite, nous avons l'itération. En gros, c'est une boucle temporelle, ça veut dire que le personnage revit sans cesse les mêmes événements. Donc c'est juste la conscience du personnage qui voyage. On peut citer dans les films qui utilisent ce procédé Un jour sans fin, Source Code et Edge of Tomorrow. Franchement, allez voir Edge of Tomorrow, ça défonce sa race. Nous avons également la métempsychose temporelle. Ça a l'air super compliqué vu le titre, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Ça veut dire que le personnage qui voyage dans le temps va occuper le corps de l'époque dans laquelle il va. Par exemple, si vous avez 70 ans et que vous voyagez 40 ans plus tôt, vous avez le corps de vos 30 ans. Ça ressemble un peu à l'itération car c'est la conscience du personnage qui voyage. On peut compter dans ces films l'excellent L'Effet Papillon, Camille Redouble et X-Men Days of Future Past. Et il existe une catégorie spéciale appelée gros film de merde qui détruit le voyage dans le temps et accessoirement ton enfance, que j'ai créé spécialement pour Terminator Genesis. Car va te faire foutre film, jusqu'à la fin des temps. Et j'espère sincèrement que les scénaristes ont agi sur la contrainte, car s'ils sont fiers de ce qu'ils ont pondu, ils ne méritent même pas de travailler sur un seul autre film. En même temps, je m'attendais à quoi du mec qui a écrit et réalisé Dracula 2001? On a beau faire des théories de ouf sur les voyages dans le temps, au final personne n'y comprend jamais rien. Tu t'égares un peu là. Oh, ça va. Donc maintenant que vous connaissez les différentes catégories du voyage temporel, on va pouvoir aborder le film d'aujourd'hui qui ne fait partie d'aucune d'entre elles. Mais ça valait vachement le coup de faire une intro de 3 pompes du coup. Je t'emmerde, voisin du dessus, ok? Je t'emmerde. Ah ouais? Je t'emmerde aussi. Pour ce 3e épisode, j'enfile mon Fedora Vie pour vous parler d'un film qui a pour thème le voyage dans le temps, mais sans un seul voyage dans le temps. Voici Safety Not Guaranteed. Safety Not Guaranteed est un film américain sorti le 8 juin 2012 et réalisé par Colin Trevorrow, dont c'est le premier film et qui réalisera quelques années plus tard un petit film au succès modeste nommé...
Ok les mecs, tout va bien se passer, on se calme tout de suite. Je sais que Jurassic World provoque des ulcères à pas mal d'entre vous, mais je vous jure qu'il est très bien son premier film. On compte au casting Aubrey Plaza dans le rôle de Darius, que l'on a pu voir dans Scott Pilgrim, mais surtout dans la série Parks and Recreation. Jack Johnson dans le rôle de Jeff, qui tient l'un des rôles principaux dans la série New Girl, mais aussi celui du gars dans la salle de contrôle de Jurassic World. Vous savez, celui qui a plein de figurines de dinosaures, qui est cliché mais plutôt cool car il a une tête marrante. Et Mark Duplass dans le rôle de Kenneth, que l'on a pu voir dans le film Hump Day, qui avait fait un petit peu de bruit quand il est sorti. Le film commence par la voix off de Darius qui raconte son enfance et son adolescence pas super joyeuse et qui l'ont définie comme une femme un peu triste et qui a relativement peu d'espoir pour son avenir. Elle ne trouve pas de travail et est stagiaire pour Seattle Magazine. Lors d'une réunion rédactionnelle dans laquelle elle participe, elle va apprendre de la bouche de Jeff qu'une personne a posté une petite annonce pour recruter quelqu'un qui l'accompagnerait pour remonter le temps. Donc Jeff, accompagné de Darius et d'Arnaud, un autre stagiaire, veut trouver ce type pour écrire un article sur lui et vérifier si c'est une blague ou pas. Ils partent alors pour Ocean View, là où résiderait le voyageur du temps. Ce trajet va nous permettre de connaître les intentions et personnalités des personnages. Darius est plutôt excité par l'idée du voyage dans le temps et aimerait retourner dans le passé, Arnaud lui est le cliché du geek, très passif, et Jake veut se positionner comme un mentor, type Barney Stinson pour Arnaud, et souhaite également retrouver son amour de jeunesse. La fine équipe décide alors de surveiller le lieu de rendez-vous avec le voyageur du temps. Après plusieurs heures, ils découvrent qui est-ce et Darius décide de le suivre. Elle apprend qu'il travaille dans un supermarché qui s'appelle Kenneth Calloway et qu'il est considéré comme quelqu'un d'un tout petit peu zinzin. Le lendemain matin, ils vont voir Kenneth chez lui, dans sa maison au fond des bois, et ce plan me fait vachement penser à un plan de Jurassic Park. Jeff essaie alors de se faire passer pour quelqu'un d'intéressé par le voyage temporel, mais Kenneth ne tombe pas dans le panneau, car faut bien l'avouer, Jeff a quand même la tête du mec en qui tu fais pas confiance. Il propose alors que Darius y aille à sa place, car comme il le dit, Now lure 'em. Play coy. Girls know how to do that shit. You're dangling my vagina out there like bait. comme facilement 80% de la production audiovisuelle américaine. Non, jure. Tu veux dire que les nanas dans le cinéma hollywoodien sont traitées comme des objets? Incroyable. Elle réussit à intéresser Kenneth et à se faire embaucher pour être sa partenaire de voyage, va suivre un entraînement quasi militaire, tandis que Jeff essaie de renouer des liens avec son amour de jeunesse, même s'il n'est plus super chaud car elle a pris 20 ans dans la tronche, et qu'Arnaud à côté essaie de se dépuceler sous l'impulsion de son mentor. Là, je vous ai déjà raconté une bonne demi-heure de film qui dure 1h30, et je vais m'arrêter là car il va s'en suivre un enchaînement de rebondissements que je ne veux pas vous spoiler, surtout que le film repose majoritairement sur ce suspense du « est-ce qu'il existe vraiment une machine à voyager dans le temps ?» Pour moi, ça fait partie des excellents points de Safety Not Guaranteed. Dans beaucoup de films, ce genre de suspense, c'est hyper mal géré. On voit le truc venir à 3 km. Mais pas dans celui-là. Le film a choisi de ne pas se concentrer que sur l'histoire de Kenneth et de sa possible machine. On voit les autres personnages faire leur vie, et c'est aussi intéressant. De plus, on ressent un vrai décalage entre Kenneth et les autres, une sorte de malaise, comme si c'était un vrai héros de cinéma qui s'intégrait dans notre monde. Il est très sérieux, focalisé sur sa mission et premier degré, alors que les autres n'y croient pas du tout. Même Aubrey Plaza au départ a un jeu faussement dramatique quand elle parle de la mission avec Kenneth. There are people after me. How do I know you don't work for them? Because I've never worked for anybody in my life. You ever face certain death? If it was so certain, I wouldn't be here, would I? Ce qui fait qu'avec les multiples révélations et rebondissements parsemés au fil de l'histoire, on n'est jamais sûr de rien, et c'est super agréable de voir une telle maîtrise du récit. De plus, je trouve que les personnages sont bien écrits et leurs relations évoluent de la bonne manière. Au départ, les personnages sont des archétypes. Darius est déprimé, Jeff est un dragueur beauf, Arnaud un geek vierge et Kenneth un savant fou. Mais au fil de l'histoire, les relations qu'ils entretiennent entre eux vont les faire grandir et évoluer. Par exemple, l'amitié naissante entre Jeff et Arnaud est assez bien écrite car ils sont deux opposés. Le premier est un dragueur macho, le pote lourdingue à la manière d'un Barney Stinson, et le second un cliché de geek coincé, asocial et vierge. Et au fil du film, chacun va apprendre de l'autre. C'est Arnaud qui va pousser Jeff à revoir son premier amour alors qu'il avait abandonné, et c'est Jeff qui va le décoincer avec les filles. Il y a une amitié crédible qui naît entre les deux, très classique certes, mais que l'on retrouve dans la vie réelle. Moi-même j'ai déjà vécu ça. Mais bon, je vous dirai pas lequel j'ai été, je pense que vous vous en doutez. La sociale? Je te hais, toi et toute ta famille de merde! Également, l'humour est toujours bien distillé, il n'est pas hilarant mais donne de la consistance à l'univers. Il y a le côté pince sans rire de Darius, le côté décalé de Kenneth et le côté sitcom de Jeff et Arnaud. Je trouve ça intéressant que le film ne joue pas que sur l'humour, alors que la majorité du casting sont des acteurs de comédie. Et ça leur permet d'avoir un jeu plus nuancé, d'interpréter une palette d'émotions plus large. On voit notamment grâce à ça que Aubrey Plaza est une excellente actrice, notamment lors de cette scène où elle révèle pourquoi elle veut voyager dans le temps. Il y a plein d'autres scènes super bien jouées mais que je ne vais pas vous révéler. Mais comment je fais vu que j'ai pas envie de voir le film? Bah tu te démerdes.
La réalisation, bien que classique, est très bien gérée, les cadres sont beaux, bien composés, et jouent justement sur les différentes ambiances du film. L'ambiance crépusculaire de la plage, l'ambiance marécageuse de la maison de Kenneth, l'ambiance plus réaliste, presque sitcom dans les bureaux de Seattle Magazine, tout ça est vraiment agréable à regarder. Et en plus, en jouant avec les genres comme la comédie, le policier, la romance et la science-fiction, on est toujours agréablement surpris, on ne s'ennuie pas, et il n'y a jamais de moment où l'on regarde son portable. Ouais. Quoi, mouais? Bah en fait, même si ça me fait chier d'admettre, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, même si ça m'empêche de dormir. Il est 14h. Je t'emmerde. Le seul truc, c'est que, à part le pitch de départ qui parle de voyage dans le temps, ça a pas grand chose à voir avec de la science-fiction. Bah, j'avais dit au départ qu'il n'y avait pas de voyage dans le temps. Mais en fait, si. Oh le twist! Merci. Non mais je me fous de ta gueule, hein. Rien à battre. En fait, ce sont plus des voyages dans le temps métaphoriques. Jeff, par exemple, retourne métaphoriquement dans le passé en revoyant son amour de jeunesse. Et le fait qu'elle lui dise « je suis trop vieille pour l'accompagner et vivre sa vie avec lui » le ramène directement dans le présent. Le personnage d'Arnaud est celui qui est le moins utilisé dans le film, car c'est celui qui est en pause, celui qui ne veut pas voyager dans le temps. Il a toujours un côté un peu enfantin, comme s'il voulait pas grandir, et c'est Jeff, après être revenu du passé et qui a remarqué ce qu'il a perdu en revenant dans le présent, qui va le pousser à grandir et à traverser le temps de la meilleure façon possible, pour ne pas avoir les regrets qu'il a cumulés. Il lui dit clairement « tu n'auras pas toujours 21 ans », pour lui dire d'arrêter d'être en pause. Darius et Kenneth veulent donc faire un voyage dans le temps, direct, dans le sens littéral du terme, Jeff fait un voyage dans le temps indirect, et Arnaud est en pause. Ouais d'accord, je veux bien, mais c'est pas un film de science-fiction. Effectivement, il n'utilise pas les codes de la science-fiction, mais il utilise à mort le voyage dans le temps. Ce qui fait que il fait du voyage dans le temps un genre à part entière, en dehors de la SF. Ce qui fait qu'il est vachement original, un petit peu comme Un jour sans fin. Mais vous savez le truc le plus ouf dans ce film? C'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Non. Sérieux? Ah si, je te jure. Le film est basé sur une petite annonce qui a été réellement publiée dans le Backwoods Home Magazine en septembre-octobre 1997. C'est quasiment la même annonce que dans le film et elle a reçu plusieurs milliers de réponses de personnes intriguées. Et au milieu des années 2000, cette annonce est devenue un mème qui s'est très vite répandu sur le net et a permis la création de plusieurs blagues. Mais malheureusement, cette petite annonce était fausse, car oui, le voyage dans le temps, ça n'existe pas encore. En réalité, elle a été rédigée par John Silvera, qui travaillait dans ce journal à l'époque, et qui a écrit cette annonce pour ne laisser aucun espace vide sur la page, à la demande de son éditeur. Et je sens qu'au fond de vous, vous avez un peu le seum. Je crois qu'ils s'en battent les couilles, frère. Ouais, alors c'est pas parce qu'on se parle depuis le début de l'émission qu'on est frères, hein, faut se calmer. Je fais ce que je veux. Bref. En conclusion, Safety Not Guaranteed est la preuve que Colin Trevorrow n'est pas juste un faiseur de blockbuster, comme on pouvait le supposer avec Jurassic World. Avec un excellent scénario écrit par Derek Connolly, qui a écrit celui de Jurassic World d'ailleurs, et un super casting, on peut vraiment faire un film intelligent, jouant avec les genres, et qui a surtout une âme, ce qui manque cruellement à beaucoup de films. S'il a été présenté à Sundance et qu'il a gagné de nombreux prix, notamment celui de meilleur premier film et meilleur scénario dans les festivals indépendants, ce n'est pas pour rien car il les mérite. C'est un petit bijou, prenant et touchant, à la réalisation soignée et avec des acteurs géniaux. Vous pouvez le trouver en apport pour moins de 10 € sur les sites de vente comme Amazon, c'est pas cher vu la qualité du film et je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, le 3e épisode de l'aventure des films perdus est à présent terminé. What? No. Ah bah si Marquis, c'est le jeu. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur Clara qui pleure. Et elle arrête de pleurer quand vous êtes abonné. Et vous voulez pas la voir pleurer. Même si c'est super mignon. Vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, soit parce que ça vous a plu ou parce que vous voulez vous foutre de ma gueule. De toute façon, je m'en fous, l'argent tombe dans la même poche. En plus, j'ai juste assez pour m'acheter ce magnifique bonbon crocodile. J'ai claqué tout mon salaire YouTube là-dedans. Je sens votre jalousie d'ici. Vous pouvez également me rejoindre sur ces vils réseaux sociaux capitalistes que sont Facebook et Twitter. Comme ça, on pourra partager des infos, on pourra parler à travers nos écrans interposés. Ce sera chouette. Et si vous avez des suggestions pour me permettre d'améliorer l'émission ou de me proposer des films perdus, vous pouvez les noter en commentaire. Je retire mon fedora invisible et vous dis à la prochaine. Ciao! Aïe, putain. Pourquoi je suis toujours obligé de tomber? Bon. Voyage temporel de merde. Enfin,
Désolé pour cette entrée en matière, mon cher ami, mais... Me voilà. Je suis... Bah, il est où? Y a quelqu'un? Putain, il s'est pas encore planté quand même. Ah bah si, putain, en retard. Oh, bon, il est où maintenant? Retardis, je te parle. Oula, quoi? J'étais en veille. Ah bah oui, je vois ça, tu t'es encore planté. Sur le lieu cette fois. Bon, je te le répète une dernière fois. Où est mon ancêtre? Attends, je vérifie. Ok, je l'ai trouvé. Il est...